De retour ensemble dans le CQFR mercredi matin. L'actualité de la NBA n'est toujours pas débordante, mais il y a quand même des choses qui se sont passées autour de la Ligue cette nuit, notamment une intervention d'un joueur qu'on est beaucoup à attendre au tournant la saison prochaine, qui a déjà fait de gros progrès la saison passée, qui est devenu un All-Star. Je veux parler d'Anthony Edwards. On a voulu parler avec Ben d'Anthony Edwards ce matin parce que hier, il y a quand même des déclarations, une petite interview qu'il a accordée à Shams Charania. Alors pour une nouvelle qui vous paraîtra pas sensationnelle, hein, sauf si vous êtes un amateur du joueur et que vous avez acheté un maillot floqué du numéro 1, la nouvelle principale, c'est qu'Anthony Edwards a changé de numéro. Benjamin, je ne sais pas si ça te chamboule dans tes certitudes, si tu avais prévu ce coup de massue sur l'actu Écoute, NBA. je l'ai pas vu venir. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui me prend de court, c'est impressionnant. Et surtout, il faut remettre ça dans son contexte, il y a un drama impressionnant. Anthony Edwards portait le numéro 1, du coup, parce que quand il est arrivé dans la franchise, le numéro 5 était pris par Malik Beasley, qui depuis a été transféré. Et depuis, quelqu'un d'autre a pris le numéro, Kyle Anderson, qui a gentiment accepté apparemment de prendre le numéro 1 et de switcher avec lui. Donc on ne parle pas d'un changement de numéro, on parle d'un transfert de numéro, et ça, je trouve ça incroyable. Est-ce que Kyle Anderson aurait accepté si ça avait été Rudy Gobert qui lui avait demandé? Je ne suis pas sûr. On verra Excellente question. si le passif entre les deux existe toujours. Non, alors blague à part, alors c'est une vraie c'est une vraie information. Hein. Anthony Edwards, au début de l'interview, a indiqué qu'il allait changer de numéro pour récupérer son numéro de 5, qui était celui qu'il avait au lycée à l'université de Georgia. Mais c'est pas vraiment ça l'information, c'est plutôt ce qu'il a dit et ce qu'il a annoncé pour la saison qui arrive, parce que les Wolves forcément sont sous pression, ils ont besoin de performer pour valider tous les trades qu'il y a eu ces derniers mois. Les nouveaux proprios sont là, et donc j'ai trouvé, je pense toi aussi, que les déclarations étaient intéressantes parce qu'il a promis des choses. Alors sur le ton de la blague, il a promis qu'avec ce numéro 5 désormais, il y aurait plus de choses athlétiques, de dunk et surtout un niveau de jeu différent, et c'est là que ça devient intéressant. Je vais le citer, hein, je vais reprendre ce qu'il a dit. Pour ce qui est des choses individuelles, je pense plutôt aux choses en lien avec l'équipe. Alors, je veux atteindre les 50 victoires cette saison. Dans la conférence Ouest, c'est pas chose facile, hein, on est d'accord. Je veux que Kat, donc Karl Anthony Towns, soit à un niveau de MVP, que Jalen McDaniels soit le meilleur 3&D de la ligue, même s'il est plus que ça, et que Rudy Gobert soit le Defensive Player of the Year. Ce sont des choses qui sont censées se produire. Et Anthony Edwards a aussi indiqué qu'il allait essayer d'être un leader par l'exemple, plus que par des déclarations. Et voilà, au moment de démarrer cette 4e saison en NBA en octobre prochain, il est extrêmement ambitieux pour les Wolves, pour lui-même, même s'il n'a pas donné d'objectif précis comme celui qu'il a donné pour Kat. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations d'Anthony Edwards et est-ce que tu penses qu'elles sont crédibles et réalisables? Je pense que c'est logique déjà qu'il fasse ces déclarations parce qu'au-delà du contexte du changement de numéro qui est symbolique, et pour les joueurs, la symbolique est importante. Le maillot que tu représentes, enfin que tu portes sur un terrain, ça reste quelque chose d'assez important parce que beaucoup le choisissent pour des raisons sentimentales, pour des raisons d'attachement et ont une certaine fierté à porter le numéro 5 en l'occurrence. Ça pourrait être tout autre numéro. Donc, au-delà de cet aspect symbolique, il y a quand même aussi le côté où il vient juste de signer une extension de contrat qui est massive, une designated rookie extension, donc vraiment le maximum qu'il aurait pu signer. T'as le montant sous les yeux ou pas? Parce que je me reposais la question. 205,9 millions de dollars sur 5 ans. Ouais. Donc c'est la classique, c'est-à-dire qu'il prend 25% du cap sur l'année 1 et puis ensuite ça descend. C'est 100%, mais ça monte en argent. Mais voilà, du coup, ça vient avec quelque chose. Il a un nouveau statut dans l'équipe. Être le designated rookie, ça veut aussi dire être le centre du projet. Le centre du projet, c'est pas seulement lui, bien sûr, c'est aussi. Il a mentionné Kat, il a mentionné Rudy. Il n'est pas tout seul. Le fait qu'il signe, ça veut pas dire que c'est la star, c'est lui le patron, etc. N'empêche, c'est quand même un certain gain de statut. Donc pour moi, qu'il change son numéro et qu'il dise un peu. Maintenant, je fais un peu comme chez moi et je fixe les objectifs pour l'équipe. C'est pas anodin. Ça veut aussi dire que dans l'équipe, la hiérarchie est devenue un peu plus claire et que Anthony Edwards prend une place de plus en plus importante là-dedans. Donc, je trouve que ça a du sens, en tout cas, et qu'il faut voir un peu au-delà du changement de numéro. De toute façon, on l'a vu déjà dans le jeu l'année dernière. Alors, ça a été facilité, provoqué par le fait que Karl Anthony Towns s'est blessé en cours de route. Qu'on n'a pas vraiment pu les voir à pleine puissance ou ce qui ressemble à leur pleine puissance avant un certain temps. Et pendant cette période-là, on a quand même vu qu'Anthony Edwards était, selon moi, prêt à être le franchise player de cette équipe et à avoir les clés du jeu. Maintenant, je me pose la question, donc tu as raison, hein, je pense que c'est pas anodin et qu'il a envie d'être
d'avoir ces responsabilités-là, d'être le gars sur qui on compte en play-off. Et d'ailleurs, c'est sur lui qu'ils ont compté en play-off. Je trouve qu'il a quand même fait des bonnes prestations. Mais est-ce que, je me pose toujours la même question avec ces Wolves, c'est est-ce que Kat va accepter ce changement hiérarchique? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est le visage de la franchise que dans les interviews, c'est lui qu'on attend, que après les matchs, ça a souvent été lui qui était interrogé. Enfin, lui-même, on va pas revenir sur les déclarations qu'il a faites à son propre sujet, sur l'importance qu'il avait dans la ligue et sur son niveau de jeu. Je me demande si ça va bien se goupiller entre les deux, même s'ils ont l'air de s'entendre correctement. Il y a pas de, j'ai pas vu de vraie prise de bec entre les deux. Je me demande si dans le jeu, ça va être si facile que ça que qu'Anthony Edwards prenne cette place d'option numéro 1, de playmaker. Au scoring, de fait, c'est là. Mais est-ce que ça va, maintenant que Kat est rétabli et lui aussi est très ambitieux, il l'a dit, est-ce que ça va bien se passer? Je sais pas, à ton avis, est-ce que voilà, cette redistribution, si c'était déjà pas le cas, si c'était pas déjà le cas, est-ce que cette redistribution va bien se passer, à ton avis? Je pense que oui, et je pense qu'elle a déjà été entamée. Sur les derniers playoffs, Kat n'était pas à son max, mais typiquement, il a dû composer avec un rôle beaucoup moins important que celui d'Edwards. Il y a les chiffres, c'est-à-dire les points, etc., qui marchent évidemment en faveur d'Edwards. Au-delà de ça, en termes de responsabilité, il y a une vraie différence. Voilà, je ne vais pas donner les stats parce que j'ai pas envie de tout expliquer, mais parce que voilà, je fonctionne aussi avec des stats qui sont un peu relous, mais c'est quoi, je vais le faire carrément. Je t'en prie. Sur 100 possessions, on estime que 48,5 possessions revenaient offensivement à Anthony Edwards, celles dans lesquelles il était directement impliqué, c'est-à-dire une passe décisive, un tir, et pas seulement celle dans laquelle éventuellement il a initié le jeu sans passe décisive. C'est un peu plus poussé que le usage rate auquel on a l'habitude. Ouais. Le sien était de ce qu'on appelle le load, en l'occurrence, était de 48,5 en playoff, et celui de Karl Anthony Towns était un peu plus faible, avec 33,4. Donc clairement, dans le jeu, il y a déjà cette notion que le jeu passe plus par Anthony Edwards que par Karl Anthony Towns, que maintenant le mâle alpha, on va dire, de la meute, c'est Anthony Edwards. Et je pense que pour Kat, à ce stade du projet, c'est même plutôt une question de est-ce qu'il va l'accepter, c'est il va l'accepter ou partir. Dans le sens où on en arrive à un stade où Anthony Edwards est un asset plus précieux que Karl Anthony Towns, et si lui refuse de s'intégrer au projet qui commence à tourner autour d'Edwards, je pense qu'il y a peut-être un trade qui se profilera ou quoi que ce soit, et qu'à ce stade, c'est déjà plus son équipe et qu'il n'a pas le choix. Alors peut-être que je vois trop loin et j'extrapole un peu pour grossir le trait et rendre ça plus clair, mais concrètement, je pense qu'il y a un changement de dynamique aux Wolves et que Kat n'a plus vraiment son mot à dire là-dedans. Ouais, il faudra voir comment il va s'intégrer, mais si vous n'avez pas beaucoup regardé les Wolves l'année dernière, bon, je ne peux pas forcément vous blâmer, c'était pas l'équipe la plus agréable à avoir joué, avec les difficultés qui sont connues déjà au début pour faire jouer les deux grands ensemble, Rudy et Kat, et ensuite même pour que collectivement ce soit cohérent. Anthony Edwards, il a encore passé un cap l'année dernière, au-delà de la sélection pour l'All-Star Game qui peut être... voilà, si c'est un joueur populaire, qu'importe ses stats, il peut être sélectionné. Mais depuis le début de sa carrière, la progression statistique, toi qui aimes bien les stats, elle est quand même, je trouve qu'elle est quand même indéniable. Si tu prends, il a progressé partout. C'est-à-dire que sa saison rookie, il est à 19 points de moyenne. Je parle juste des points là. Saison suivante 21 et saison dernière 24,6. En termes d'adresse, saison rookie 41,7%, saison sophomore 44%. Et l'année dernière, il était quasiment à 46%, donc 45,9. À 3 points, c'est pareil. Il a fait 32%, 35%, 36%, quasiment 37%. C'est impressionnant. Au rebond, il a pris un rebond de plus par match l'année dernière que la précédente. En passe, il est à 4,4 maintenant, alors qu'avant, il était toujours en dessous de 4. Je le trouve... Et puis, il y a eu les playoffs, parce qu'on critique très souvent 4 en playoffs pour le fait que son niveau de jeu diminue pendant les playoffs. Anthony Edwards, ses 2 campagnes de playoffs, c'est 25 points et 31 points. Et sur les 5 matchs de la série de l'année dernière, donc ok, ils ont perdu. En embêtant quand même Denver, les Nuggets, sans blague aucune, on dit que c'était les Wolves qui les avaient le plus embêtés lors de la campagne de playoffs. Il fait 31,6 au scoring, 5 rebonds, 5 passes, à 48%. Enfin, je veux dire, c'est juste les statistiques, plus l'impression visuelle du gars qui semble être... un peu comme un poisson dans l'eau, il a toujours ce côté spontané, on peut le trouver peut-être un peu chien fou, mais il est ultra spontané, et il a envie de briller dans ces situations-là. Moi, je le trouve ultra prêt pour être le franchise player indiscutable de l'équipe, et j'espère pour Kat qu'il aura la lucidité de
d'accompagner ce mouvement-là plutôt que de dire non mais respectez-moi, je suis là depuis plus longtemps, je suis le big man le meilleur big man de tous les temps au shoot, j'ai peur de ça et faut voir si les déclarations dont on a parlé 1 milliard de fois déjà, on va pas vous rabâcher encore tout ce qu'il a dit sur la propre opinion qui se fait sur l'opinion qui se fait de lui-même. Mais moi j'ai ce doute là sur est-ce que Kat va être capable justement de faire ça. Et sinon je suis d'accord avec toi, je pense que si les Wolves voient que ça, il y a un petit heurt, si ça passe pas bien entre les deux, ne serait-ce que sur le plan du jeu, hein, il y aura peut-être pas de problème entre eux, il y aura pas de bif entre eux. Je pense qu'il y aura un trade, soit une demande, soit un trade de la part une volonté de la direction de bouger. Bah, je pense clairement de toute façon qu'on en arrive à un stade où le projet convient plus à un joueur comme Edwards qu'à un joueur comme Kat, ne serait-ce que parce qu'il y a Rudy Gobert. Gobert, c'est un joueur que tu peux pas bouger, pas dans le sens où il intéresse personne et que tu peux pas le transférer, dans le sens où tu as trop dépensé pour le transférer. Accessoirement, en termes de fit, le fit avec Anthony Edwards, il est évident. Et enfin, voilà, ça rappelle un petit peu Donovan Mitchell et Rudy Gobert au Jazz. Ça fonctionnait, mine de rien, assez bien, malgré les résultats qui ont pu être décevants. Mais encore une fois, décevant, c'est des tours de playoff passés, c'est des saisons régulières abouties. C'est un niveau de déception qui est quand même relativement élevé. Donc, je trouve que ça fonctionne. L'équipe est taillée pour jouer autour d'Anthony Edwards. Maintenant, la grande question des Wolves, ça reste, est-ce qu'ils peuvent jouer avec leurs 2 pivots? Est-ce que, comme j'en parlais dans la late d'hier, ils peuvent être efficaces tous les deux, sachant que Kat n'a plus tant accès à la raquette et que ça mine vraiment son efficacité, notamment au tir, et la menace qu'il représente sur le terrain? Ça, c'est les grandes questions des Wolves. Et la question, c'est pas est-ce que Anthony Edwards va performer, parce que dans les stats avancées, brutes, etc., il est top. Dans l'impression visuelle, il est top. Dans le leadership, il accélère. Tout ça, c'est super. Donc, on n'a rien à leur reprocher. Pour moi, les doutes sont vraiment à l'intérieur. Malgré tout, ce que je trouve positif dans le message d'Edwards, c'est comme cette partie justement sur Karl Anthony Towns, où il nous dit j'attends une saison MVP de Karl Anthony Towns. Ça fait un petit peu, quand même, comme je disais, il prend le pouvoir et le chef de la meute fixe ses objectifs pour les autres. Mais ça fait aussi, n'oubliez pas que malgré le niveau que je prends, je considère Karl Anthony Towns comme un joueur d'exception. J'attends une saison MVP de sa part. Alors, il est un peu obligé quand même d'être sympa avec Kat. C'est son coéquipier, ils jouent encore ensemble. Sans doute, il s'apprécie beaucoup. Mais quand même, c'est rassurant qu'il balance ça comme ça. Je trouve que c'est un message positif qu'il envoie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais malgré tout, je pense qu'ils sont prêts à travailler ensemble. Oui, et bon, c'est bien qu'il étende ça à Rudy. On sait que ça n'a pas toujours été l'amour fou. En tout cas, déjà avant qu'ils jouent ensemble, Edwards avait eu des déclarations. Il trouvait que Rudy n'était pas forcément un défenseur très impressionnant. Quand il arrivait, il y a eu les fameuses aussi déclarations. Ouais, c'est un peu embouteillé, j'arrive pas à dunker parce qu'il y a Rudy et Kat. En gros, enfin, je fais la traduction hein, parce que c'est clairement ce que ça voulait dire. Parce que les journalistes lui avaient souligné le fait qu'il dunkait moins, qu'il était moins agressif vers le cercle. Il dit c'est embouteillé, je peux pas dunker. En gros, il me gêne. Le fait comme tu dis, qu'il donne les objectifs, qu'il fixe ses objectifs défensifs pour Rudy et pour McDaniels aussi, qui va être un pion important. Et donc pour Kat, je trouve ça intéressant et ça me donne presque envie de revoir un peu mes prévisions pour les Wolves, qui sont pas encore totalement définies. Hein. On n'a pas fait les pronostics encore, mais quand on avait discuté l'autre jour de la matabilité des équipes, je les regardais un peu comme une équipe qui fonçait vers l'accident à un moment. Et par accident, j'entends incompatibilité entre Kat et le reste du projet. Peut-être que cette volonté de mettre Edwards au cœur du projet et cette volonté qu'il a lui-même de se mettre au cœur du projet, ça me fait dire qu'il y a peut-être un monde où ça peut bien se passer. 50 victoires, après tout, pourquoi pas? Est-ce que, je veux dire, l'année dernière, ils ont fait 42, ça implique quand même 8 victoires de plus. Ils ont joué 104 pendant une bonne partie de la saison, et avec des problèmes d'alchimie, c'est pas infaisable. Après, moi, je vois ça différemment quand même, parce que tu prends le top 2, il n'y a que 2 équipes du coup qui ont réussi à faire plus de 50%. C'est ce que j'allais te dire. Il n'y a que Memphis avec 51 victoires et Denver avec 53. Ouais. Donc c'est vrai que imaginez les Wolves quand même au niveau des Grizzlies et surtout des Nuggets de l'année dernière, ça me semble légèrement hors de portée, j'avoue. Mais ils peuvent faire un peu mieux. Bon, 42-40, c'était pas un bilan déshonorable, surtout à l'Ouest. Mais c'est vrai que peut-être que 45 aurait été plus raisonnable. 45, c'est ce qu'ont fait les Suns l'année dernière. Mais faut voir, parce que comme on l'a dit plusieurs fois déjà,
À part probablement Portland j'allais dire Houston, mais c'est même pas sûr. Et San Antonio, ça va dépendre de Wembanyama. Enfin, tout le monde va avoir va entretenir l'espoir de jouer le play-in à l'Ouest et à l'équipe ils ont tous quasiment un scénario où ça se passe bien et ils ont un bilan similaire à celui des Wolves l'année dernière, c'est-à-dire 42-40. Donc c'est ambitieux. Après, moi j'aime bien voir des gens qui sont ambitieux et qui derrière l'assument. Tu vois, je sais que ça avait été pas mal reproché à Ja Morant quand il avait dit moi, je suis un top 4 meneur et je suis pas quatrième en gros. Et dans la foulée, il avait sorti une saison énorme et ça avait été le début de son ascension. Alors après, voilà, ça s'est terminé un peu. Ça s'est poursuivi en tout cas de manière un peu moins facile. Mais j'aime bien quand les jeunes joueurs sont ambitieux. J'aime ce côté spontané là chez Anthony Edwards. Alors ça lui fait dire 2-3 conneries au passage. Mais j'aime bien ce côté spontané, cette volonté d'être le moteur de la franchise. Bon. Je suis d'accord avec ça. Je pense que personnellement, je m'attache plus aux résultats sur le terrain et aux stats qu'aux déclarations. Enfin, je veux dire, en particulier, je me détache beaucoup des déclarations, mais malgré tout, son leadership et ce qu'il dégage dans les médias me rassure pas mal. Et puis même sur le terrain, en fait. Je trouve que la présence d'Edwards, c'est un game changer. Tu parlais de matabilité. Il rend les Wolves beaucoup plus matables d'un coup. Tu vois, C'est clair. je trouve qu'il rentabilise carrément la matabilité de l'équipe. Et vraiment, en termes de leadership, il a cette aura quand même médiatique qui fait qu'on se dit qu'il a les épaules d'un franchise player. Ce que Kat a parfois manqué quand même. Enfin, ce dont Kat a parfois manqué. Quand tu vois un podcast, c'est vrai qu'il est un peu déconnecté. On en parle souvent de Karl Anthony Towns et rarement bien. Euh, Malgré tout, ça reste un super joueur, hein, bien Bien sûr. sûr. C'est vrai qu'il manque quand même ce côté leader vraiment. Et Anthony Edwards, il pue ce truc-là. À voir si à un moment ça pourrait lui porter préjudice, hein, je ne sais pas exactement. À voir qu'est-ce que ça a vraiment comme importance dans le projet sportif des Wolves. Parce qu'il ne suffit pas de juste dire qu'on va avoir 50 victoires, il faut encore le faire. Mais malgré tout, je trouve que tout est positif, que tous les signaux sont ouverts et que les Wolves édition Anthony Edwards sont prometteurs. Et peu importe en fait ce qu'il y a autour, avoir cette pièce au centre, ça rassure énormément. Je suis d'accord. À l'Ouest, les Wolves ont fort à faire. De toute façon, comme toutes les équipes, comme on vient de le dire, ça va être une bataille rangée. Parmi les équipes qui vont devoir affronter, je voulais peut-être qu'on dise un petit mot sur les Lakers, sur ce qui s'est dit hier dans l'article de Yovan Boua de The Athletic. Alors, il me semble que c'était des prévisions sur les équipes, je ne veux pas dire de bêtises, mais où là, il parlait des Lakers et du front de courte notamment et de l'incertitude qu'il y avait au niveau du temps de jeu, de la hiérarchie, tout ça, de la manière dont Darvin Ham allait jouer la saison prochaine avec les nouvelles recrues notamment et puis ou celles qui étaient arrivées en cours de route la saison dernière. Et il y a une petite info mentionnée en fin d'article ou en fin d'extrait de l'extrait qui est sorti qui m'a un peu surprise mais qui finalement est, je pense que c'est intéressant d'en discuter même rapidement. Il explique qu'en ce qui concerne Jackson Hayes, donc, qui a rejoint l'équipe pendant l'intersaison, qui était un pivot remplaçant aux Pelicans, genre très athlétique, surtout là pour récupérer les lobes et dunker. Ils espèrent qu'il soit en mesure de débuter, donc d'être peut-être titulaire, avec un rôle important aux côtés d'Anthony Davis dans un line-up avec deux grands. Donc il y a un peu tout dans cette formulation. On ne sait pas vraiment s'il parle d'être titulaire ou s'il parle juste d'un temps de jeu intéressant sur des line-up avec Davis, ce qui impliquerait que Anthony Davis a encore une fois pas trop envie de jouer poste 5. Il l'a répété, il ne se voit pas comme un pivot, même si c'est indéniablement le poste sur lequel il y a le plus d'impact en NBA en 2023. Est-ce que tu vois Jackson Hayes titulaire? Est-ce que c'est ce que tu envisageais pour les Lakers quand tu as vu cet effectif se construire? Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite bribe d'information qui est sortie là-dessus? Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, j'y crois pas, pour commencer. Et quand tu regardes un petit peu ce qu'il annonce, la rotation de base qu'il annonce, Jovan Boua, c'est ce que je voyais à la base. Et je pense que ce qu'on va avoir beaucoup la saison prochaine, c'est-à-dire D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James et Anthony Davis. Et je trouve ce 5 majeur assez cohérent. Mais effectivement, comme tu dis, il y a ce côté où Davis a toujours eu une certaine velléité, on va dire, à jouer au poste 5. Donc fatalement, avoir un mec qui peut l'accompagner vraiment à l'intérieur et jouer ce rôle de pivot, il n'y en a pas tant que ça chez les Lakers et ça pourrait être Jackson Hayes. Donc dans certains line-up, ça pourrait être intéressant parce que en fait, ça te permet quand même de décaler en sortant par exemple D'Angelo Russell de l'équation et en laissant vraiment LeBron James initier le jeu, d'avoir un petit line-up sympathique avec donc LeBron, Austin Reeves, Rui Hachimura ou Jared Vanderbilt, Anthony Davis et Jackson Hayes, ce qui est grand, ce qui fonctionne, ce qui s'adapte à pas mal de situations. Donc je pense que dans certaines configurations,
titulaire, non, mais jouer de vraies minutes dans un line-up avec des bigs, je pense que c'est assez crédible. Et en fait, je trouve ça intéressant, cette approche qu'ont les Lakers, de dire on va prendre un mec qu'on a signé au minimum, mais qui était quand même un mec qui avait un certain potentiel, malgré des histoires extra-sportives assez dégueulasses qui étaient sorties, où Ouais, il a été accusé aussi d'avoir agressé sa femme. ouais. Au-delà de ça, c'est un joueur qui a un certain potentiel sportif. Et je trouve ça intéressant leur manière d'aborder la chose. S'ils voient vraiment ça comme ça, je trouve que l'effectif prend une profondeur un peu inattendue. Moi, quand je vois l'effectif, je vois une rotation claire. Mais si Darvin Ham est prêt à tenter des choses, avec des joueurs au minimum qui sont intégrés peut-être aux 5 majeurs, peut-être sur des grosses phases de jeu, je trouve que ça rajoute un truc intéressant et que cette nouvelle, elle est plutôt bonne pour les Lakers parce que s'ils peuvent avoir cette flexibilité-là pendant la saison régulière, c'est quelque chose qui est positif et qui peut vraiment les amener à avoir plus de manière de s'adapter en playoff. Donc voilà, j'ai un peu tout sorti d'un coup, mais je trouve que la news, elle est plutôt positive. Et même si Ouais. je crois pas à Jackson Hayes titulaire, je pense qu'un line-up avec deux bigs, ça peut être intéressant. Non, mais c'était très clair, hein. J'ai pas de souci. Moi, j'ai très bien compris où tu voulais en venir. Johan Bois qui précise que les Lakers sont 5 joueurs auxquels ils aimeraient donner au moins 20 minutes de temps de jeu par match. Donc, ça inclut évidemment LeBron James et Anthony Davis, mais aussi Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, et aussi, il faut pas l'oublier parce qu'on l'a pas trop mentionné, Taurean Prince, qui sera aussi là pour renforcer le secteur intérieur. Donc Puis on il y a verra. Gabe Vincent aussi, mine de rien, qui va sans doute Alors jouer ce ouais, rôle un peu de sixième homme. c'est ça, ouais, pour le coup, à la main, ça va être intéressant de voir le rôle qui sera le sien. Mais t'as raison, ils ont plus d'options que l'année dernière. C'est aussi dans ce sens-là qu'on peut considérer qu'ils se sont bien renforcés. C'est-à-dire qu'ils ont signé les joueurs qui avaient été importants pour eux, qui avaient été même de bonnes surprises, hein. Vanderbilt, Austin Reeves, Hachimura, ça a été bon, pour pas dire très très bon pour certains. Et ouais, je suis d'accord, les Lakers à l'ouest, en sachant qu'ils sortent quand même de finale de conférence, même si LeBron vieillit, même s'il y a toujours l'incertitude autour de la santé d'Anthony Davis, on touche du bois pour lui, ces derniers temps ça allait plutôt bien. Ils ont toutes ces options, cette polyvalence, cette capacité peut-être à proposer différents styles de jeu et surtout à répondre à différents styles de jeu. Parce qu'on a vu que contre une équipe comme Denver, ils n'avaient pas la réponse. Justement, ils n'avaient pas trop d'alternatives à proposer aux Nuggets. Bon, aucune équipe finalement n'a eu d'alternative à proposer aux Nuggets et ils ont été champions. Mais voilà, je trouve ça intéressant et c'est un bon point de départ. On rediscutera des Lakers de toute façon, hein, pendant l'intersaison et à la reprise, C'est sûr. quand on fera des previews, des pronostics, tout ça. Mais c'est un petit point de détail qui me semble qui était important de mentionner dans cette actualité qui est pourtant très très calme. Voilà. Oui, puis clairement, je pense que maintenant, le stade où on se projette un peu sur les rotations, c'est maintenant parce que on est vraiment à ce stade où l'intersaison est globalement finie. Ouais. Pour les Lakers, on peut même dire c'est fini. Et donc, tout ce qui nous reste un petit peu à projeter, c'est ces rotations-là. Dans le genre, il y a les Celtics qui m'intéressent pas mal et on en parlera peut-être dans un autre CQFR si l'occasion se présente. Mais ouais, les Lakers vont avoir une des rotations, je pense, les plus intéressantes de l'année prochaine parce que on l'a pas mentionné, mais même Max Christie qui va pouvoir jouer un rôle intéressant dans cette équipe. En fait, je trouve que, comme tu dis, le renfort vient beaucoup de ce côté adaptation et du fait qu'ils aient cette profondeur et ces choix-là à faire. Et en fait, l'année dernière, quand ils sont présentés, on avait clairement une hiérarchie établie, on a clairement un line-up établi, une seconde unit établie. Et je trouve que ça leur a vraiment porté préjudice pendant la saison régulière et qu'ils se retrouvaient avec trop peu d'options pour vraiment réussir leur saison. Et là, je trouve qu'ils envoient un message positif. Et je ne sais pas si je mettrais les Lakers dans la catégorie des contenders, dans le sens favori pour le titre, mais au moins cette flexibilité-là, je trouve, les rend beaucoup plus crédibles dans la course au playoff et pour jouer vraiment quelque chose en playoff, parce qu'on parle souvent de LeBron James et à quel point il est invincible quasiment en playoff, mais avoir ce genre de choses, ça change tout. Et les Lakers ont vraiment passé un cap par rapport à l'année dernière. On verra où on les rangera quand on fera nos petites catégories de Complètement. nos tiers de compétitivité après les tiers de matabilité, les tiers de compétitivité. On aura encore bien le temps de reparler des Lakers. On va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Euh, on va vous souhaiter une très bonne journée. Vous pouvez nous retrouver demain matin pour le CQFR et le soir, demain soir, il y aura aussi le replay de la late session si vous n'avez pas pu la suivre mardi soir. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain matin. Salut.